Yo, dans la vidéo précédente, en fait, avec Valérian, on avait un petit peu détaillé différentes. On a fait une discussion tout simplement sur comment trouver des idées de SaaS et on avait véhiculé pas mal de retours d'expérience. Et je m'étais retrouvé en fait avec pas mal de notes en fait sur tout un tas de sujets que je voulais parler. J'ai pas forcément eu le temps de le faire dans la vidéo précédente parce que sinon ce serait un peu long. C'est beaucoup d'exemples en fait de startups, notamment de SaaS, comment ils ont trouvé leur idée et comment ils se sont débrouillés en fait pour aller dans une direction qui était une direction de long terme et intéressante pour eux. Et donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va faire une vidéo quand même sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de valeur. Vous me direz en commentaire d'ailleurs si vous préférez, si vous aimez bien toujours ce type de contenu, ou si vous préférez plutôt discussion, ou si peu importe. Et ça me sera aussi l'occasion pour moi de tester un nouveau logiciel qui s'appelle, je vais essayer de vous montrer ça, Screen.studio. C'est un truc, je suis tombé dessus en fait il y a 2-3 jours, et il y a même la semaine dernière. Et je me suis tapé d'ailleurs tout ce qu'il y avait How to Use, j'ai tout lu la doc. Et franchement, ça a l'air d'être assez puissant et de faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion quand même de le tester en même temps. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Et on va commencer à parler du coup d'autres manières de trouver des idées de SaaS, ou plutôt de différents exemples que je n'ai pas forcément eu le temps d'aborder en profondeur dans la vidéo précédente. Je tiens à dire aussi que je fais des vidéos un peu plus longues que d'habitude parce que je trouve que c'est bien le temps long. Ça permet aussi de pouvoir, en fait, mine de rien, ne pas être superficiel et puis lancer en surface certains sujets. Aller en profondeur sur certains sujets. Euh, alors, la première chose, en fait, je pense que quand on peut trouver une idée de ça, c'est qu'il faut partir d'un problème personnel pour créer une solution. C'est un petit peu l'exemple de Freebie. Alors, Freebie, c'est un soft en fait qui permet de pouvoir créer un logiciel de facturation pour les auto-entrepreneurs. Et ça c'est bien fichu parce qu'en fait, en fait, comme il l'expliquait, il a créé l'outil en fait comme prototype de ce qu'il aurait aimé avoir. C'est-à-dire qu'il était freelance et il a toujours trouvé qu'il y avait des problèmes pour gérer la facturation, etc., pour pouvoir faire la prévision sur ses fonds, savoir quoi est-ce qu'on paye, etc. Et donc il a créé en fait cet outil-là tout simplement aussi pour lui. Et ça a été un vrai gain une vraie, comme on disait dans la vidéo précédente, une vraie force. Parce que quand on crée un produit pour soi, on va être beaucoup plus authentique, beaucoup plus skin in the game pour faire le produit. Et je pense que ça a beaucoup, beaucoup d'impact dans l'exécution. Et surtout, en fait, aussi, quand on fait un produit pour soi, on est plus patient. Beaucoup plus patient que quand on fait un produit uniquement pour les autres. Et du coup, ça vient aussi dans le fait qu'on va abandonner moins facilement. Donc je pense que la première chose, c'est qu'il faut vraiment faire un produit que l'on aimerait avoir et être la cible. Mais bien sûr, pas tout le temps. Des fois, il faut faire des SaaS pour... des fois, il y a des SaaS où on n'est pas la cible. Et à ce moment-là, parce qu'on a vu une opportunité de marché quelque part, à ce moment-là, c'est bien aussi. Mais c'est toujours un truc intéressant. Partir d'un problème personnel pour créer une solution. Il faut aussi que le prototype il permette d'automatiser une tâche que l'utilisateur il doit faire manuellement. C'est là en fait que vous savez que vous avez résolu un problème. C'était un petit peu l'exemple que je disais juste en plus bas. Les deux T, temps et thune. Parce qu'en fait, lorsque vous faites gagner du temps à quelqu'un, vous êtes plus dans le nice to have. Et lorsque, par exemple, comme Freebie, mais il y a aussi d'autres types de projets, comme par exemple Upflow, qui eux, en fait, ils font gagner de l'argent. Parce que ça vous permettre de vous faire payer, en fait, pour votre entreprise. Pour ne pas avoir au niveau des retards de paiement, etc. Donc en fait, très souvent, quand tu as un produit qui se met dans les deux T, des fois c'est les deux, hein, et qui permet soit d'économiser du temps à l'utilisateur, soit de lui faire gagner de l'argent, et bien là, franchement, on est plus du tout dans du nice to have. Et c'est quelque chose qui est, du coup, qu'il faut être un petit peu attentif, justement, quand on choisit une idée de startup. Parce que c'est très facile de tomber dans du nice to have, et malheureusement de travailler sur quelque chose qui n'aura pas forcément on va pas pouvoir forcément en vivre facilement. Alors, l'autre point, c'est qu'il ne faut pas hésiter à parler de son idée et à montrer son prototype. Le plus important, en fait, au début, c'est de récupérer du feedback pour comprendre ce que les gens veulent ou ne veulent pas. Par exemple, des choses qu'ils répètent souvent. Cela permet de prioriser une direction. Là encore, c'est un point important qu'il avait mentionné, c'est que lorsqu'on a une idée, il faut absolument en parler à un maximum de personnes. Je sais qu'il y a toujours ce principe que les gens sont un petit peu sur leur garde et ils ont peur en fait qu'on leur pique l'idée. En règle générale, les gens, c'est assez rare que quelqu'un vous pique votre idée. Au contraire, il va plutôt vous donner des arguments pour abandonner cette idée-là qu'autre chose.
Donc, confrontez votre idée à un maximum de personnes et c'est quelque chose qui va être très très important pour vous. Du coup, pour pointer aussi la boussole dans la bonne direction. Freebie, par exemple, j'avais noté ça aussi, ils ont mis 1 an à mettre le service en production. Donc, c'est quand même quelque chose qui a été long. Il faut être patient. On en revient aussi à ce que je disais précédemment sur le fait de faire aussi un produit qui a une vraie mission pour nous. C'est quelque chose qui va avoir un très très gros impact. Quand tu es une startup aussi, c'est très important de savoir d'avoir des gens autour qui s'entraident et c'est pour cela que Station F, ça a été utile pour la startup Favicon. Mais c'est à toi d'aller vers les gens, sinon tu es attentiste, ce sera juste un énième espace de coworking. C'est un point qu'il avait dit dans une interview et j'avais trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, quand on veut avoir des idées, il faut absolument, plus on baigne dans des écosystèmes, on l'avait aussi mentionné ça, plus ça va être puissant. Les écosystèmes, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté et que j'ai malheureusement aussi fait plusieurs erreurs sur ce sujet-là. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais 18 ans, j'ai arrêté l'école quasiment juste après et je me suis retrouvé en fait à Paris, qui est franchement en France la place la mieux pour les startups et même en Europe très souvent. Et je me suis retrouvé un peu par hasard à faire une conférence de famille et je les ai rejoints eux. Du coup, en fait, ils m'ont proposé de les rejoindre leur entreprise. Et ça a été du coup assez ouf parce qu'entre 2014 et 2017, du coup, j'ai vu une tonne de startups, plus de 10 entrepreneurs quasiment par jour. Et j'ai appris, je me suis retrouvé en fait dans une locomotive où j'ai appris énormément de choses. Et j'avais un peu pris ça pour acquis parce qu'en fait, je me suis pas rendu compte à quel point être dans un écosystème, ça t'ouvre énormément d'opportunités. Et du coup, il faut savoir les saisir aussi quand tu es dans ce genre d'écosystème-là. Après, je suis parti au Maroc, rejoindre ma femme, etc., qui était en Chine, et bref, c'est une autre histoire. Et je me suis complètement coupé en fait de la France et de toute la tech, enfin, du milieu startup. Et on perd assez vite d'ailleurs son réseau. C'est quand même le réseau demande qu'on entretienne assez régulièrement. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour acquis. Et après, du coup, j'ai rejoint Crisp et en tant qu'employé là-bas pour les aider sur leur startup. Et on est parti à Nantes. Et à Nantes, en fait, ça bouge quand même beaucoup moins qu'à Paris, qu'on le veuille ou non. Et je pense que la plupart des villes en France, qu'on le veuille ou non, ça bouge beaucoup moins qu'à Paris. Paris, c'est vraiment un centre d'énergie fort. Et si vous voulez avoir des idées, faites-vous une faveur, essayez de rejoindre quand même un minimum, même que vous n'êtes pas à Paris, des écosystèmes comme ça, comme Station F aujourd'hui, comme tous ces endroits-là. C'est quand même très très bien pour faire des rencontres. Valérian l'avait mentionné dans sa vidéo et j'avais trouvé ça très pertinent. C'est aussi une manière de pouvoir accélérer les rencontres avec des futurs cofondateurs. C'est pas facile de trouver des gens qui sont dans le mindset de créer un SaaS ou ça, ou même tout simplement dans l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même des univers où, même s'il y a quand même un peu de risque, donc des fois il y a des gens qui préfèrent optimiser leur carrière et c'est légitime. En tout cas, si on veut multiplier les rencontres et du coup s'associer avec des personnes qui sont dans le vrai mindset et qui vont pas vous lâcher au bout d'1 an, ce genre d'écosystème c'est vraiment de l'or. D'ailleurs, il y a plein d'exemples sur ça. Hein. Les mecs de l'Emlist, ils se sont rencontrés ensemble. Hein. Guillaume de l'Emlist et alors moi je connaissais Vianney et son frère qui bossaient sur un autre truc à Blanc qui s'appelait Talkus. Et eux, ils se sont rencontrés en fait par hasard dans Station F et ils ont monté du coup après l'Emlist et ça a été quand même un sacré succès. Donc tu vois, ça c'est des choses qui n'auraient jamais eu lieu en fait si ces trois personnes-là n'étaient pas dans un écosystème favorable à ce type de rencontre. Donc, n'hésitez pas en fait à aller dans ce genre d'endroit. Je pense que je passe un peu de temps là-dessus, mais c'est vraiment un truc important. Il y a aussi un autre point qui peut être cool, c'est qu'en fait, Favicon, qui est du coup un outil pour un peu savoir, un peu récupérer des influenceurs importants sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, etc., avoir un score en fait et savoir s'il n'a pas acheté ses followers, etc. En fait, ils avaient une activité d'agence, le temps de développer le produit. Et ils ont mis à peu près aussi 1 an à développer le produit public. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le fait d'avoir une activité d'agence sur le côté, c'est intéressant parce que ça permet de pouvoir tester souvent son produit avec ses utilisateurs, ses clients en fait. Et du coup, d'avoir aussi le temps de pouvoir développer le produit et de pouvoir en fait quand même avoir de l'argent pour faire fonctionner le truc. Et il y a énormément de boîtes qui ont commencé en tant qu'agence et qui progressivement en fait ont développé un produit. Ça a été le cas aussi d'une autre boîte. Je vais essayer de vous la retrouver. J'avais mis un exemple qui était également une agence et qui, en fait, après s'est transformée dans une boîte. Je me souviens ce qu'ils font, c'était un truc de calendrier. Alors, attendez, si je fais calendrier. Voilà, ça s'appelle Loomly.
Ils avaient une agence avec sa conjointe et ils travaillaient beaucoup sur la création des calendriers éditoriaux pour les marques. Et en fait, c'est avec cette expertise-là qu'ils se sont rendus compte que les marques qui planifiaient du coup leur contenu sur les réseaux sociaux, ils bossaient beaucoup dans des spreadsheets. Et du coup, ils ont commencé, et eux aussi, du coup, en tant qu'agence, ils se sont dit, il y a sûrement un problème à solve là-dessus, et ils ont ce besoin et cette expertise, en fait, qui est née Loomly, et qu'ils ont créé ça. D'ailleurs, il a créé sa boîte avec son conjoint. J'ai adoré son interview à ce gars-là sur SaaS Club, si vous avez l'occasion d'aller l'écouter. C'est une des meilleures pour moi. Et c'est un mec qui a, en plus, il y a beaucoup d'anecdotes assez intéressantes, marrantes. Il a gagné une green card, et il est parti, du coup, aux États-Unis avec sa femme alors qu'il n'avait pas du tout prévu. Hein. Mais des fois, le hasard de la vie fait qu'on a des cartes qui nous sont données qui sont plutôt favorables et plutôt chouettes par le hasard des choses. Et du coup, il en a profité et il a monté Loomly aux États-Unis. Et c'est aujourd'hui une boîte qui a beaucoup, beaucoup de clients. Et donc là encore, souvent, il faut être attentif parce que quand on travaille dans une agence ou qu'on a une agence, très souvent, en fait, il y a des SaaS qu'on peut faire parce qu'on a découvert un outil qui permet soit de faire gagner de l'argent à nos clients, soit de leur faire économiser du temps. Et c'est souvent très propice à être pour un environnement pour avoir des idées de SaaS, justement, les agences. Donc, il ne faut aussi pas créer une startup pour créer une startup. Il faut partir du besoin. Ça, c'est une erreur que j'ai vu beaucoup de gens. Ils ont très très envie de faire quelque chose et du coup, ils le dev. Et malheureusement, en fait, c'est un nice to have. Tout le monde s'en fout. Et malheureusement, en fait, c'est un peu du temps de perdu. Et très souvent, ça se termine par un pivot ou alors, quand il n'y a plus de cash, par un retour au salariat ou au freelance, ou ce que vous voulez. Donc ça, il faut toujours avoir en tête le besoin et pour ça, il faut sans cesse parler à ses clients. Alors, il avait noté un truc que j'avais adoré, ce gars-là. Il avait dit, quand tu commences, tu n'as jamais une idée très claire de ce que tu vas faire. Les startups qui réussissent, c'est une succession de petits pivots. Ils peuvent être petits, mais ils peuvent être aussi énormes. Il y a plein de startups qui font aujourd'hui des choses qui n'ont rien à voir avec l'idée de départ. Par exemple, au début, c'était une place de marché pour mettre en relation des marques et des influenceurs. Ça ne marchait pas des masses. Ils n'arrivaient pas, par exemple, à convaincre ses potes influenceurs à rejoindre la plateforme. Et ils se sont rendus compte que le besoin était avant campagne, c'est-à-dire sur l'analyse de l'influenceur. Et ils ont pivoté vers une plateforme d'analyse et d'audit des influenceurs. Donc en fait, très souvent, et ça m'est arrivé d'ailleurs, je pourrais peut-être en parler, ça a résonné en moi cette phrase-là parce que quand on va avoir des idées, en fait, ce qu'on commence, généralement, ça n'a rien à voir avec ce qui est produit 2 ans plus tard. Parce qu'une startup, c'est ça. C'est une succession de petits pivots. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête quand on commence une boîte ou un SaaS. C'est qu'on va très, très probablement faire des petits pivots qui vont amener la boussole à pointer dans la bonne direction. Moi, par exemple, dans mon cas, au début, quand j'ai quitté Crisp, je savais que je montais un truc et je savais pas du tout ce que j'allais faire en fait. J'avais une idée, hein, mais au début, je voulais faire des plugins pour les widgets. Je voulais faire des plugins sous forme de widgets que les gens pouvaient installer sur leur Shopify. C'était un peu la période où le dropshipping était très très populaire et beaucoup de gens en parlaient à fond. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'adorais le front. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire un SaaS avec un pote pour faire des plugins Shopify, en fait, où les gens pouvaient avoir un widget. Ok. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à créer des scripts, parce que j'avais un background là-dedans, pour scraper, pour identifier les Shopify sur Internet. Alors vous allez me dire pourquoi tu n'as pas pris un compte sur BuildTwiz ou ailleurs pour télécharger la liste. Mais en fait, je sais pas, mais je me suis amusé à faire un script, parce que je me suis dit que ça me faisait rire. Donc je me suis amusé à le faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient en fait le fichier. Et ils étaient plus intéressés par le fichier que par l'idée sur laquelle je bossais en fait. Donc progressivement, du coup, j'ai commencé à délaisser ce projet-là et à partir sur en fait, une plateforme qui permettait de détecter les technologies sur les sites. Et donc, progressivement, par petits pivots, j'ai développé une interface où on pouvait choisir les technologies. Par exemple, là, si on vient ici et qu'on tape technologie et qu'on veut afficher, par exemple, tous les Shopify qui peuvent être. Alors, peut-être ce serait bien si je suis connecté. Tac. D'ailleurs, au début, ça s'appelait ProspectWiz. Et j'ai changé de nom après pour The Company's API. Parce que du coup, comme il dit, en fait, une succession de petits pivots qui nous amènent à pointer vers la bonne direction. Donc voilà, on peut télécharger en un clic, en fait, toutes les boîtes qui appartiennent à Shopify. Ou à n'importe quelle autre technologie. Et puis après, tu peux mettre d'autres conditions, etc. L'industrie, blablabla. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis aperçu que les gens utilisaient beaucoup l'API, qu'ils ne changeaient pas. Et j'ai, du coup, mis l'API, en fait, en avant. Et j'ai même changé de nom.
Et ça, j'aurais jamais deviné en fait quand j'ai commencé mon projet. Genre, c'était un truc où impossible. C'est pas possible. Personne n'a de boule de cristal. Et tu t'en veux en plus parce que derrière tu te dis ouais merde, si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Mais non. Parce qu'en fait, le vrai secret quand on fait un SaaS ou n'importe quelle startup, c'est d'être en mouvement. Les personnes qui sont jamais en mouvement et qui sont toujours en train de lire des blog posts et lire des réelles vidéos ou acheter je ne sais quelle formation, des gens qui très probablement en fait, vous regardez 3 ans plus tard ce qu'ils ont fait, ils ont toujours rien en fait, parce qu'ils sont pas en mouvement. Le mouvement, c'est l'exécution. Il faut du knowledge. Il faut faire comme ça, comme je fais, écouter des podcasts, prendre des notes, expliquer aux gens. C'est important tout ça. Mais le vrai mouvement, c'est l'exécution. Et ça, c'est ce qui permet de pouvoir faire des petits pivots pour après, derrière, progressivement aller dans la bonne direction. Il disait aussi, si tu n'as pas honte quand tu lances ton produit, c'est que tu as lancé trop tard. Bon, ça, c'est la fameuse phrase de Reid Hoffman de LinkedIn. Et on ne peut être que d'accord avec ça. Plus tu lances tôt, plus tu as de l'impact, quoi. Parce que derrière, ça va tu vas pouvoir être beaucoup plus lean, tu vas pouvoir être plus agile, tu vas pouvoir itérer plus rapidement. Et moi, par exemple, j'ai lancé sans faire j'avais tout mis en ligne dès le début. Et je me suis même aperçu à un moment qu'il y avait un mec qui avait payé, alors que le site n'était même pas en ligne. Enfin, le site ne marchait pas en fait. Je sais pas, il était allé et je m'étais connecté 3 mois plus tard. Parce qu'en fait, quand je déployais sur GitHub, ça a déployé automatiquement en production. Et du coup, en fait, je collais comme ça. Et il y a un mec qui avait payé. Bah là, tu vois, il y a des trucs, c'est impossible. Jamais tu te dis qu'il y a un gars qui va payer. Je me connecte sur Stripe, genre 3 mois plus tard, je vois qu'il y a 100 balles. Je fais, ouais, c'est quoi ce truc? Je vérifie, c'est vrai, c'est bien le compte de Stripe de production. Le mec avait payé. Donc, et c'était un Allemand en plus. Après, du coup, je me connecte sur Crisp, je vois qu'il m'avait parlé et je l'ai remboursé. Mais le truc, c'est que ça, c'est des très très gros signes. Quand tu as ça, tu te dis, ah ouais, là, je suis sur quelque chose. Alors, son conseil final, c'est de persévérer avec ses convictions tout en restant à l'écoute pour ne pas s'obstiner. Toutes les boîtes qui ont réussi sont celles qui n'ont jamais abandonné. Résilience, résilience, résilience. Mais d'ailleurs, en fait, si tu veux pas abandonner, tu as intérêt de faire un truc que tu kiffes et un truc qui est une mission forte pour toi. Tu vois. Tu te dis, vas-y, ça, je peux vraiment le faire sur le long terme. Bon, alors, nouvelle startup. La startup Solène. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Solène, c'est une boîte qui permet de pouvoir, on va dire, détecter la luminosité dans un appartement. Ce qui est du coup très intéressant pour les agences immobilières parce qu'on sait que c'est l'un des critères de choix lorsqu'on veut acheter une maison ou que l'on veut louer un appartement, c'est la luminosité dans une pièce. Et eux, ils sont spécialisés là-dedans en fait, c'est de pouvoir... ils ont créé une sorte de métrique qui permet de pouvoir détecter la luminosité avec son téléphone, une application dans une pièce, et du coup de pouvoir maximiser aider à la fois le client sur le choix de son appartement et surtout de pouvoir maximiser une vente ou un contrat de location. Et ce qu'il disait, c'est qu'en fait, au début, c'était pas une volonté de monter une boîte. Quand ils ont commencé, c'était plus un projet d'école. Et de fil en aiguille, le potentiel, il s'est révélé, notamment dans des salons qu'ils ont fait avec ses cofondateurs, où ils ont énormément de feedback très positif sur ce qu'ils étaient en train de faire. Et je vous laisserai écouter leur interview, c'était sur SaaS Club aussi, parce que c'était très intéressant. Et il y a plein de projets qui démarrent comme ça, dans des projets d'école. Il y en a plein aussi, j'ai plus en tête, mais où ça avait commencé à HEC Entrepreneur. Et les types, en fait, ils ont commencé comme ça, et c'est des projets d'école. Et ça prend. Donc n'hésitez pas aussi, si vous êtes étudiant, à saisir cette opportunité-là, si vous voulez avoir des idées. Parce qu'en fait, mine de rien, l'école, c'est quand même un truc qui est cool, parce que ça permet de pouvoir avoir le temps de travailler sur son projet, sans trop se soucier de l'argent, et surtout de pouvoir des fois rencontrer ses cofondateurs et puis de tester, d'avoir une première expérience. Peut-être ça ne marchera pas, mais cette première expérience, ça va être peut-être vitale en fait, pour les projets futurs que vous allez avoir. Donc moi, je vous encourage de développer un maximum de choses sous forme de projet d'école, si vous avez l'opportunité. Et d'ailleurs, vous voulez une autre anecdote? Parce que quand je suis parti à Paris, j'ai fait 1 an dans une école qui s'appelle Éthique. Et j'étais dans ma classe, et il y avait 2 boîtes qui ont très bien marché. Alors la première boîte, c'est Livestorm. J'étais dans la promo en fait des gars qui ont monté Livestorm, donc Gilberto, etc. Tom Forlini, tous ces gars-là en fait, et ils étaient très forts. Donc ça m'a pas étonné qu'ils aient fait des gros trucs. Et ces gars-là en fait ont monté ce projet-là. Alors j'avais arrêté l'école avant, mais ils avaient monté en 5e année à Ethic, on doit faire un projet, et ils ont monté Livestorm pendant cette période-là. Donc c'était un projet de 5e année en fait. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui emploie plus de 200 personnes, je crois bien. Donc, et il y avait aussi dans ma promo un autre mec, donc on est toujours très bons amis, qui s'appelle Mathieu Picard, et qui a monté une boîte qui s'appelle AnyLeads et Celsas.
Et lui, il avait monté ça aussi en 5e année. C'est pas du tout le même type de profil que les mecs de Livestorm, mais aujourd'hui, je peux vous dire que ça fait un chiffre d'affaires en plusieurs millions à l'année. Donc c'est quand même des boîtes intéressantes. Alors, donc pour profiter de ça, hein, ces dernières années d'école où généralement on vous demande de travailler sur un projet, profitez-en pour capitaliser un maximum sur cette expérience et sur cette carte que je vous ai donnée qui est souvent très intéressante. Alors, Crisp. Ah oui, non, attends, Solène, il avait dit aussi un autre truc cool. La clé au départ, c'est de s'associer avec les bonnes personnes. Ça aussi, pensez-y quand vous faites démarrer une idée. Généralement, c'est bien de démarrer une idée avec. Quand on tombe directement avec les bonnes personnes, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il y a plein de gens qui se fâchent, il y a plein de projets qui arrêtent, plein de gens qui quittent l'aventure en cours de route. On le voit. Mais souvent, soyez quand même un minimum picky avec qui vous faites les choses. Je sais qu'au début, tout paraît simple, parce que, en fait, c'est qu'une idée, il n'y a rien à perdre, tout à gagner. Mais justement, faites gaffe avec qui vous faites les trucs. Parce que je peux vous dire que, moi ça m'est arrivé, mais je peux vous dire qu'il y en a plein de gens que j'ai vu se fâcher avec leur fondateur. Putain, c'est pas facile. Et même des fois quand t'es pote, c'est dur, tu vois. Donc, le but quand on fait une startup, des fois, ça peut tourner au vinaigre. Et qu'on le veuille ou non, hein, et des fois c'est même pas quelque chose que l'on souhaite. Mais c'est, je veux dire, faites gaffe avec qui vous faites les choses parce que choisissez-les avec parcimonie. Et surtout, ayez confiance en eux et ce soit des gens qui bossent. C'est très important. D'ailleurs, c'est un des points dans lequel on avait dit dans la vidéo précédente. Et c'est toujours intéressant de voir encore un autre entrepreneur qui le dit. Là, c'est vraiment une clé, hein, de s'abonner, de s'associer avec les bonnes personnes. Mais, attention, si vous n'avez personne autour de vous, ça ne veut pas dire que vous devez rien faire. Moi, j'ai trouvé aucun cofondateur pour ma boîte au début. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas cherché d'excuses et j'ai quand même commencé à avancer. Parce que le secret, encore une fois, c'est d'être en mouvement et qu'une startup, comme il a dit très joliment, c'est une succession de petits pivots. Donc plus vous faites vos petits pivots le plus rapidement possible pour aller vers un product market fit et dans la bonne direction, bah mieux c'est. Allez, on passe à une autre. Je ne sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo, mais j'espère qu'en tout cas, la trame est assez fluide, que je sorte un petit peu des bullet points que je voulais citer. En fait, le but du jeu, c'est d'arriver avec un produit simple. Et ça, c'est un truc qu'avait dit Baptiste dans une interview aussi de Crisp. Quand on parle de MVP, ne retenez pas que minimum. Il y a surtout viable. Et moi, je pense que ça, c'est clé. Et ça peut vous paraître simple, mais c'est un combat de tous les jours. Il y a cette phrase assez extraordinaire de Saint-Exupéry que la perfection, elle existe que lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et là, je pense que la meilleure idée de startup, c'est quand il n'y a qu'une seule feature, quand il n'y a qu'un seul ICP et quand il n'y a qu'un seul canal. Parce qu'en fait, plus vous êtes dans une niche, plus ça va être top. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir tout simplement vous concentrer sur le minimum requis et votre concentration elle va être décuplée. Parce que c'est très très facile de s'embrouiller et de se dire ah tiens bah, mon produit je vends pour X, Y, Z. Alors ça c'est l'ordre débutant. Dès que quelqu'un te pitch une startup et que tu vois en fait qu'il y a 5 ou 6 ICP, bah, franchement tu vois tout de suite que ça va être très compliqué à exécuter. Et les gens qui ont de l'expérience ils savent ça. Il vaut mieux être le meilleur dans un truc que average dans, je sais pas, dans 5-6 trucs. Même si vous faites du all-in-one. Déjà, c'est très dur en plus de faire du all-in-one très très bien. Avant d'être HubSpot et de faire tout à peu près correctement, et encore HubSpot, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas super bien et qui pourraient être améliorés, mais c'est quand même une belle boîte. Hein. Bah, va falloir du cash. Et au début, en fait, vaut mieux restreindre le champ des possibles à une seule proposition de valeur, de se dire, ok, je vais faire cette proposition de valeur du mieux possible pour cette ICP. Alors ICP, c'est Ideal Customer Profile, c'est le profil de client idéal en fait, donc c'est une cible bien identifiée, et que je vais distribuer par un seul canal. Et bien ça, si vous résolvez ces trois équations-là, enfin ces trois choses, honnêtement, vous êtes puissant, quoi. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai entendu ce matin dans une autre interview. Alors, quand je me lève le matin, j'écoute une interview en fait. Je mets les écouteurs et puis je lance un truc et puis je fais ma morning routine et tous les trucs. C'est un truc que je fais depuis un moment et du coup j'apprends plein de choses. Et ce matin, le mec il avait dit un truc que j'avais kiffé. Il avait dit que. Alors c'était quelle boîte? D'ailleurs, je crois que je l'avais noté à la fin, je crois que je l'ai rajouté. Ah oui, c'était Upflow. Il avait dit en fait que une erreur qu'il avait fait lui, c'est qu'il avait tout simplement démarré sa boîte sans penser à la distribution.
Et quand il est arrivé à YC, il s'est fait défoncer. Parce qu'on lui avait dit, ouais, écoute, mon coco, c'est très facile de savoir qu'est-ce que tu veux faire, enfin, quelle mission tu as et est-ce que tu vas être dans 10 ans. La question, en fait, c'est est-ce que tu existes encore dans un an. Surtout que quand on a des ingénieurs à payer, ça coûte cher. Hein. Donc, lui, c'était le boîte diffondeur. Et il n'avait jamais pensé vraiment attentivement à la distribution. Et ça, c'est un truc en France où c'est vrai que on a tendance à beaucoup se concentrer sur le produit. Et malheureusement, il faut penser à la distribution avant. Comment on va distribuer son produit. C'est très très important. C'est quelque chose qui simplifie la life. Alors, Agicap. Plus tu es spécialisé, plus tu peux faire de la qualité. C'est un truc qu'il avait dit, le gars, qui avait monté Agicap. Et malheureusement, on peut être que d'accord avec ça encore. Ou même plutôt heureusement. Hein. Donc voilà, hein, faites un truc et faites-le bien. Soyez pas trop ambitieux au début dans votre startup, dans votre SaaS. Ça va vous simplifier aussi la vie et faites un truc. Et d'ailleurs, pour revenir à Crisp, les deux fondateurs, ils avaient déjà travaillé dans le chat avant. Alors moi, je les connais, c'est de deux très bons amis. Et il y en a un avec qui j'ai même fait, j'en étais même à l'école. Donc, et ils bossaient déjà dans le chat avant de faire Crisp. Il avait même monté un truc pour l'anecdote qui s'appelait ChatSonic. Et il avait même un truc avant qui s'appelait Japix. Je sais pas si ça existe encore, mais c'est du chat. C'était du chat dans les technologies XMPP. Et le mec, c'était son truc, tu vois. Donc c'est pas évident, c'est pas le hasard des choses en fait qu'aujourd'hui il a la tête d'une boîte qui vaut plusieurs millions d'euros, tu vois, ou plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est pas le hasard. C'est un mec qui a 10 ans de chat avant de commencer Crisp. Et ça s'est fait progressivement. Et ça, c'est du knowledge qui est clé. Quand vous avez des idées, essayez de réfléchir à votre expertise. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument avoir en tête. L'expertise, c'est un truc qui peut vous permettre de pouvoir gagner énormément de temps. Moi, j'étais aussi assez bon dans le scrapping, comme j'avais dit. Donc, forcément, quand je dois faire une boîte où il y a beaucoup de scrapping à faire, je gagne beaucoup de temps. Et surtout, je vais faire les choses un peu mieux. Alors, la définition du product market fit, moi, la meilleure que j'ai trouvée, je la dis tout le temps dans toutes les vidéos et je la répéterai tout le temps, c'est 3 choses. Est-ce que les gens ils comprennent ce que vous faites, c'est-à-dire qu'ils comprennent la valeur? Est-ce qu'ils l'utilisent ou est-ce qu'ils achètent? Et 3, est-ce qu'ils en parlent autour d'eux? Ça, c'est un truc qu'il faut être attentif. On ne peut pas le définir en amont. Il faut être dans les tranchées pour le détecter. Parce qu'on a toujours des suppositions et des fois, en fait, les gens s'en battent les couilles. Donc, voilà. Essayez de réfléchir à ça, à votre product market fit. Et être attentif lorsque vous avez des idées. Est-ce que ces 3 choses-là peuvent être résolues, même s'il faut être dans les tranchées pour s'en assurer. Agicap. À partir du moment où on itère rapidement, c'est pas grave de faire quelque chose qui part dans une mauvaise direction, car on s'en rend compte très vite. Là encore, l'agilité, être lean, faire plein de choses. Et la valeur, il avait même dit la valeur pour démarrer, c'est de pas trop réfléchir, mais c'est de faire. Là encore, les gens qui sont dans l'exécution, c'est toujours des gens qui ont des choses à la fin, et ceux qui sont dans apprendre et qui n'exécutent pas, ou qui se posent 150 000 questions, à la fin, oui, il n'y a rien quoi, hein. Pas de mystère. Hein. Donc ça, j'ai parlé, l'exemple de Lumni, il avait monté son agence avec sa conjointe, et il avait eu l'idée de Lumni. Et d'ailleurs, il y a toujours un truc très souvent il y a plein de gens qui ont plein d'idées super. Et ils me disent, ouais, mais je sais pas coder. Alors, déjà, je vais peut-être me faire... Je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi, c'est un truc que je pense. Quand on fait du SaaS, il y a un produit à faire. Quand il y a un produit à faire, il y a du code à taper quelque part. Si vous savez pas coder, putain, ça va être hardcore. Ça va être dur, je suis désolé de vous le dire, ça va être dur. Vous allez me dire, alors vous allez peut-être aussi vous fourvoyer en vous disant, vas-y, je vais utiliser un outil de no-code, etc. Mais la vérité, c'est qu'un outil de no-code, vous allez peut-être pouvoir créer un MVP. Et c'est très bien, parce que c'est peut-être ce MVP-là qui va vous permettre de trouver votre futur CTO. Parce que les CTO, ils viennent jamais sur des idées. Hein. Ils sont toujours en train de faire autre chose, hein, les gens qui savent coder. Hein. Donc il y a un moment où si vous voulez aussi convaincre quelqu'un de vous rejoindre dans une aventure, il faut lui montrer quelque chose de tangible. Et ça, les outils no-code, c'est super pour faire ça. Mais dès qu'il va falloir faire un truc un peu edgy, évidemment, ça ne marche plus. Donc, apprenez à coder. Et franchement, d'ailleurs, le mec de Lumni, il ne savait pas coder, et il a appris à coder alors qu'il venait du marketing. Et vous n'imaginez pas le nombre de boîtes qui ont fait le wagon et qui ont fait des super trucs derrière. Il y a plein de boîtes. J'avais parlé de l'exemple de Hublot, mais si je tape wagon là, dans mes notes, je suis sûr. Le mec d'Ocarito aussi. Il est passé par Rocket Internet au Maroc, Jumia, qui l'a aidé à apprendre beaucoup sur les process
Et il a aussi fait le wagon qui l'a beaucoup aidé à monter il a monté au Carito du coup pendant ses études. Alors, bah ça tu vois, c'est un truc qui... ça aide. Donc, arrête. Et d'ailleurs, même hier, j'ai écouté une émission là sur une interview de la personne qui a monté, la française qui a monté Too Good To Go. Et elle expliquait que, en fait, quand il a fallu faire une application mobile, elle a été sur le site du zéro et elle a essayé d'apprendre. Et alors, elle a rien sorti de très intéressant, mais tu vois, elle a quand même fait l'effort. Donc, tous les gens qui se cherchent des excuses et qui veulent dire, ouais, vas-y, bah, je trouverai un CTO, je trouverai un CTO, je trouverai un CTO. Malheureusement, moi, je vous dis, à moins que vous ayez beaucoup d'argent par un concours de circonstances et vous pouvez vous payer directement les développeurs pour développer votre machin, peut-être bien de prendre quand même 6 mois pour apprendre à coder, surtout si vous avez des CPF en plus. Mettez-les dans le wagon, franchement, c'est une bonne chose. Mettez-les dans le wagon. Vous allez passer 6 mois de votre life à apprendre, je crois que c'est 3 mois en plus le wagon, à apprendre des trucs. Ça se trouve, vous allez même rencontrer des gens qui vont vous aider, avec qui vous pourrez faire des choses derrière. Et arrêtez de vous chercher des excuses. Et non, les outils de no-code, ça peut vous aider, mais c'est pas ce qui va vous sauver la vie. Hein. D'ailleurs, méfiez-vous un peu de tous ces gens-là qui essayent de vous trouver des shortcuts à la longueur de temps. On en voit plus en plus. Depuis le Covid, c'est la cata. En plus, des mecs qui faisaient des trucs super avant et qui maintenant se mettent à parler, à vous sortir des trucs, ça se voit qu'ils sont pas dans les tranchées. Je suis désolé, ça se voit qu'ils sont pas dans les tranchées. Le gars qui te dit qu'avec un outil de no-code, tu vas pouvoir créer un SaaS qui va te faire des milliers d'euros, peut-être, mais franchement, ça va être très difficile. Et tous les gars qui vous disent que, enfin, je sais pas, c'est les shortcuts en général, je sais pas, moi j'y crois pas, désolé. Je pense qu'à un moment, il faut être dans les tranchées, il faut se retrousser les manches, et il faut transpirer un peu, et être un bosseur et avancer. Alors, il y a plein d'exemples hein, qui prouvent ça. Et apprendre à coder, c'est pas si dur. Surtout si vous voulez faire du SaaS. Et c'est un peu le but de cette chaîne. Donc, ça j'avais dit. Ils ont partagé leurs produits dans des groupes Facebook et LinkedIn pour les community managers. Alors ça c'est Loomly. Hein. Et ils ont... le retour en fait il a été très prometteur. En mode shut up et take my money. Et du coup bah, c'est là qu'il a compris qu'il était sur un truc et qu'il a commencé à laisser sa femme gérer l'agence et lui se concentrer sur le SaaS. Et ils ont itéré progressivement avec leurs clients. Et aujourd'hui c'est un gros truc Loomly. Hein. Ils ont beaucoup de clients. Alors il y a un autre point aussi dans les idées qu'il est important d'aborder. C'est que quand on fait de la R&D, il y a toujours de l'incertitude, car on n'est jamais sûr d'aboutir. C'est ce que disait le gars de Fortia. D'ailleurs, on a échoué beaucoup au début, mais c'est une nécessité, car c'est un pari sur l'avenir et l'innovation permet d'apporter des éléments différenciateurs. Et Fortia, je ne sais plus exactement ce qu'ils font. Je crois que c'est un truc, il y a du machine learning derrière. Ouais, je suis en train de regarder leur site là, mais il me semble qu'il y a de l'intelligence artificielle dans cette boîte-là. Et ça a été assez long à développer du coup parce qu'il y avait de la R&D. Et quand il y a de la R&D, malheureusement, bah, en fait, il n'y a pas de secret. C'est qu'il y a un moment, bah, déjà, il faut s'assurer d'avoir le cash et il va falloir passer du temps. Donc, toutes les idées en fait qui demandent beaucoup de R&D, si vous n'avez pas le cash et le temps, mettez-les sur le côté. Ou alors, essayez de démarcher des personnes comme eFounders, et encore eFounders sont très agiles, mais ou peut-être des trucs d'intrapreneuriat, j'en sais rien. Mais pour le coup, j'ai pas forcément beaucoup de knowledge là-dessus. Mais il faut... voilà, c'est des Preligens par contre qui est dans l'IA. Preligens. Il disait que l'IA et les modèles de deep learning, c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources et beaucoup de temps. Tu peux faire des POC rapidement, mais pour le faire, at scale, il faut beaucoup d'efforts technologiques. Cela leur a pris 3 ans de R&D et plus de 5 millions d'euros. Et Preligens, si je me souviens bien, c'est un truc d'ailleurs qu'ils ont vendu à l'armée. Enfin, ils ont beaucoup de clients de l'armée. Voilà, c'est ça, Preligens. Il y a de l'AI en fait. Parce que comme vous pouvez le voir là, c'est qu'ils ont ils arrivent à détecter des choses sur des images. Et l'armée utilise ça, je m'imagine, pour détecter... pour faire de la prévision de champ de bataille ou j'en sais rien, détecter des choses sur des terrains, etc. Donc ça c'était assez cool. Et c'est ce qu'il disait en fait. Hein. 5 millions d'euros. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il a monté avec son beau-frère, le mec, si j'ai pas de bêtises. Parce qu'il encore une fois, il en avait parlé à son beau-frère à un dîner, je crois, et le gars l'avait rejoint, comme ça. Et 3 ans de R&D. Hein. Donc attention, quand on a une idée des fois qui demande de la R&D, on sait dans quoi on s'engage. Hein. Peut-être 10 ans de notre life. C'est pas un an et après on va faire le gugus à Bali. Non. 3 ans de R&D et derrière, une grosse force de travail pour... Et encore, je crois qu'ils avaient mis beaucoup de temps à closer leur premier client.
Le gars de Fortia, il avait dit, pour maximiser l'impact d'un POC, il faut restreindre à la durée à 1 mois ou 2 mois max, et du coup le périmètre fonctionnel doit aller à l'essentiel. Les POC, les Proof of Concept, ou MVP ou ce que vous voulez, se concentrer sur un truc. Si vous avez une idée, on fait un truc et on le fait bien. J'avais parlé d'exemple un peu de Penny Lane, on en avait parlé dans l'épisode précédent avec Valérian. Il y a eu 7 cofondateurs, ce qui est énorme, et la plupart des fonds partent en courant lorsqu'on leur dit ça. Mais comme ça avait bien marché avec la première boîte qu'ils avaient vendue à Booking, ça n'a jamais été un problème. Donc ouais, forcément, quand tu as un track record, tu l'as déjà fait une fois, il n'y a pas de raison que tu puisses pas le faire une deuxième fois, les gens ils te font plus confiance. Ils ont même levé avant de lancer car les investisseurs étaient intéressés, même si au début ils avaient songé à s'autofinancer avec l'argent de Price Match. Price Match, c'était la boîte qu'ils avaient revendue à Booking. Bah ça ouais, clairement, les associations... Après ouais, c'est ce qu'ils disaient, hein. Chacun son précaré bien défini, pour que tu puisses dire, même si c'est ton pote, bah écoute là sur ce que tu as attendu, ça va pas, tu fais pas le boulot. Donc là aussi, quand vous avez des idées, essayez d'avoir des gens qui sont qui vont être complémentaires à vous. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour nuancer un truc précédent que j'ai dit. Si vous êtes très bon en sales, non, ok, très très bon en sales, et que votre cofondateur c'est un mec qui est très très bon en produit, bah, apprenez pas à coder, bien sûr, parce que le mec il a le périmètre, il va faire le produit pour vous en fait. Donc là, il n'y a pas moyen de rester concentré dans ce dans quoi vous êtes fort. Vous amusez pas à apprendre à coder, sauf si vous voulez apprendre à coder, avancer avec lui, mais peut-être que là, à ce moment-là, oui, il n'y a pas besoin d'apprendre à coder. Même si ce sera toujours une force de savoir coder un peu. Mais là, le précaré, il est très bien défini. C'est l'exemple de Eva Boot. Il y a Robin, il a fait le produit et JB, il a vendu. Voilà, c'est tout. Précaré bien défini, et ils ont atteint 100 000 de MRR, 100 000 de ARR, non, 1 million de ARR, je sais plus, en 18 mois. Très bonne courbe, hein. Attention, c'est une exception. On n'arrive pas comme ça facilement, hein. Ils sont très bons. Ils ont bien bossé, ils ont trouvé une opportunité de marché, ils ont une très très bonne stratégie inbound, SEO, et YouTube leur a rapporté beaucoup de gens. Mais voilà encore, un précaré bien défini, ça ne fait que du bien. À ne vouloir montrer à personne qu'on va échouer, on ne prend aucun risque et on n'innove pas. Ouais, donc parlez de vos idées au maximum. Le SaaS en plus, il permet une agilité dans le déploiement. C'est-à-dire que c'est quand même un mode de travail qui fait que on va pouvoir être très agile, parce qu'on le déploie et automatiquement, pas comme si le mec il doit télécharger un logiciel, réinstaller, etc., ou qu'il doit racheter un nouvel outil. On est très différent du hardware. Et ça, c'est une force. Parce que du coup, on va pouvoir faire des petits pivots, comme il disait avant, plus rapidement. Et c'est un mode de fonctionnement super pour ça, le SaaS. J'aimerais aussi parler de Drop Contact, parce que j'avais lu des choses qui étaient intéressantes qu'il avait dit dans une interview. Denis est obsessionnel à propos des contacts. En 2014, il savait déjà qu'il voulait faire un truc en rapport avec Drop Contact. Ils ont toujours été consistants sur cette idée de trouver par algorithmie, car ils ne croient pas aux bases de données et que cela permettait aussi d'être RGPD, entre parenthèses, je rajoute, et donc de profiter d'une opportunité de marché qu'a amené la RGPD, où toutes les boîtes ont commencé à être beaucoup plus attentifs à leurs sources de données, et lui s'est engouffré dans cette brèche, ce qui lui a permis du coup d'avoir une proposition de valeur plus attrayante pour les enterprises, quoi. Il avait dit d'ailleurs, ce qui est bien à Station F, c'est que tu échanges avec des gens qui sont au même mindset que toi. Quand tu es dans un écosystème, tu t'enrichis très très vite des échanges et tu progresses beaucoup plus vite. Il trouve ça beaucoup plus efficace que d'être seul dans son coin et c'est quelque chose qu'il recommande énormément. Je ne peux que acquiescer. C'est un truc qui est puissant et forcément, pensez à être un maximum dans les écosystèmes. Même si c'est un incubateur à côté de chez vous, hein, je ne sais pas si vous êtes dans une ville qui n'est pas Paris, hein, il y a plein d'endroits où les gens se réunissent. Allez-y faire un tour. C'est que du bénéf. Par contre, un petit point, perdez pas non plus 150 ans à aller dans les meet-up et tout, hein. Moi je trouve que les meet-up en vrai c'est un peu... j'en ai fait une tonne en plus. Mais c'est un peu, on va dire, une perte de temps des fois. Vaut mieux que tu sais pas, tu as une en plus ils sont filmés. Tu as une conférence, tu mets tes écouteurs, tu vas courir, tu écoutes la conférence en même temps et puis après derrière tu enchaînes. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'être assis sur une chaise en plus. Les gens après derrière ils partent. Et malheureusement, en plus, ce genre d'endroit, les gens ils vont dans ces endroits-là pour trouver des CTO, etc. Dans les meet-up. J'ai pas dit tu peux trouver des CTO à Station F, etc. Mais dans les meet-up, la plupart des gens qui vont là-bas, ils ont toujours besoin de choses. Mais les gens qui n'ont rien besoin, en fait, ils peuvent directement aller dans les tranchées exécuter, ils sont pas dans ces endroits-là. Donc,
Mais c'est pas forcément les meet-up très intéressants pour ça pour moi. Alors, au début, alors il y avait Batch aussi. Batch, là, en fait, on en revient à construire son expertise. Je vais pas retourner cet exemple-là parce qu'on l'avait dit dans la vidéo précédente. Donc n'hésitez pas à la regarder, mais c'est pareil, ils avaient testé 4-5 idées, et puis comme ils étaient des experts dans l'envoi de notifications push dans une autre boîte qu'ils avaient fait avant, eh bien ils ont du coup lancé Batch. Nodalview disait que le plus grand coût au début d'un SaaS, c'est quasiment toujours les coûts de développement. Et le fait qu'ils soient tous deux développeurs a permis de rendre les choses plus accessibles. Ça c'est puissant parce que du coup, ouais, ça permet d'avancer plus vite et d'avoir moins de coûts. Au début, ils ont rapidement récupéré un client avec lequel ils ont itéré, et ils sont partis chercher les autres un par un pour démarcher à l'ancienne en physique. D'ailleurs, quand on a une personne qui est très intéressée par ce qu'on fait, il ne faut pas hésiter à itérer. C'est une chance en fait. On va pouvoir itérer son idée et son produit avec cette personne. Je pense que c'est clé de se rendre compte de ça. Donc, c'est un peu d'ailleurs ce qui est arrivé à plein de boîtes qui ont. Par exemple, la boîte Mojo, j'en ai parlé un peu plus bas. Il a beaucoup appris chez Doctolib, toujours avec l'optique que plus tard il montrait sa boîte. Et Doctolib, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très forts en sales. Ils ont beaucoup de compétences là-dedans. Il y a plein de gens qui sont partis de Doctolib qui ont fait des super produits derrière en sales, notamment Mojo. Et il a même profité pour lancer Mojo chez Doctolib et en fait à itérer au sein de la boîte. Donc quand on est salarié, mais qu'on a quand même cette idée de vouloir monter un truc derrière, pensez pas que vous êtes en train de perdre votre temps. Au contraire, essayez d'apprendre un maximum de choses et au sein de votre boîte, de détecter un problème. Et peut-être même que votre boîte sera votre premier client qui va vous permettre d'itérer en fait. Donc c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à plein de boîtes, Mojo par exemple, et Nodalview. J'avais marqué un truc à propos de Wallaxy, qui est encore un autre exemple qu'une startup est une succession de petits pivots. Prospecting, en fait, c'était un side project qui est né pendant en fait, une autre période de la boîte. Ils étaient en train de développer une application pour les campings et les hôtels pour réserver leurs restaurants, les informations touristiques. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû développer un outil pour pouvoir démarcher sur LinkedIn. Aller chercher les hôtels et les campings, et en fait, ça marchait bien. Et leur outil d'automatisation pour LinkedIn, il y a plein en plus de gens qui ont commencé à l'utiliser. Ce qui s'est passé à un moment, c'est que en fait, leur premier produit sur lequel ils travaillaient, ils avaient beaucoup de mal à le vendre au camping, parce que les campings disaient ouais, mais pourquoi les gens ils réserveraient leur séance de massage ou leur séance de char à voile dans le camping, sur votre application. Moi en fait, ils viennent à l'accueil et c'est très bien. Et puis en plus, l'accueil, c'est partie de la vie du camping, blablabla. Et il y avait beaucoup de mal en fait à vendre son application, leur premier projet au camping. Ils ont fini par plus avoir de cash. Il leur restait 3 mois de cash. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ils ont kill en fait le projet principal et ils se sont concentrés là où il y avait de l'argent. C'est-à-dire prospecting. Et ce qu'il disait en fait, ça je l'avais noté, c'est l'importance de commencer dans une direction et d'être en mouvement. Quand on veut avoir des bonnes idées de start-up, c'est important d'être en mouvement. Parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir tester. De toute façon, on va travailler pendant 2 ans sur un truc où tout le monde s'en bat les couilles. Mais c'est pas grave. Parce que de ce mouvement peut naître une idée qui peut être vraiment très rentable. Et c'est ce qui est arrivé avec Prospecting. Et d'ailleurs, même maintenant, Prospecting, ce que ça veut dire, ils ont fini par arrêter la première activité pour se concentrer sur Prospecting quand il ne restait que 6 mois de trésorerie. Donc voilà. Et après, maintenant, d'ailleurs, ils ont repivoté. Et maintenant, ça s'appelle Wallaxy. Et c'est un outil un peu plus complet qui permet de faire des campagnes multicanaux. Alors, je voulais faire un point aussi, parce que en France, il y a quand même une boîte qui est assez exceptionnelle, qui s'appelle eFounders. Et ça, c'est ouf ce qu'ils font. Alors, j'ai jamais été voir à l'intérieur comment ça marchait, etc. Mais j'ai entendu tellement de gens qui étaient dans ces boîtes-là. D'ailleurs, le mec de ce matin, Upflow, c'est encore une boîte d'eFounders. Mais ils avaient une autre startup qui s'appelle Spendesk, qu'ils ont lancé, qui a eu un gros succès. Et ça, c'est ouf. Parce qu'en vrai, genre, cette interview sur SaaS Club, elle est ouf. Si vous avez l'occasion de l'écouter, écoutez-la. Parce que ce gars-là, c'est quelqu'un, quoi. il fait les choses en grand. Et un des problèmes qu'il cherchait à résoudre, justement, le gars de Spendesk, c'est comment je peux passer 150% de mon temps à comprendre le problème et à construire le produit qui répondrait à ce problème. Spendesk,
Je suis pas utilisateur, mais ce que j'ai compris, ça permet de pouvoir en fait générer des cartes bancaires et pour les employés, etc. Et puis du coup, les Chief Financial Officers, ils y trouvent beaucoup leur compte parce qu'ils peuvent avoir vraiment beaucoup de vues sur les dépenses de l'entreprise. Et donc, il disait, je voulais absolument éviter tout le temps d'amorçage que j'ai pu rencontrer au cours de mes expériences précédentes, où finalement le temps, cette valeur qui est la plus importante, était orientée vers des choses comme trouver des locaux, des employés, etc. Et eFounders, ça lui a apporté cette infrastructure pour éviter cela, notamment avec une team en interne qui a développé le produit pour toi, etc. Et cela permet d'accélérer ton time to market et la découverte de ton product market fit. En fait, en gros, ça te permet d'être plus agile et d'être en mouvement plus rapidement parce qu'il t'arrive avec une infrastructure très rapide, qui va te permettre de pouvoir amorcer ton idée très vite. Et ils ont aussi une marque employeur qui est forte, qui permet de constituer une équipe initiale de talents très rapidement. Et ils sont aussi financés toute la première partie de l'amorçage, du coup, plus vite. En fait, eFounders, je crois qu'ils financent l'amorçage, et puis après, derrière, quand tu vas lever de l'argent, tu profites d'un réseau énorme et d'une marque, d'une image de marque. Donc, si vous avez des bonnes idées, et que vous êtes en région parisienne, peut-être que ça peut être intéressant d'aller les pitcher dans cet endroit-là. C'est pour ça qu'il faut en parler de ces idées. Parce que le gars de Upflow, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il savait qu'il voulait bosser sur un premier produit comme ça, pour la gestion de trésor, pour la planification de paiement, pour être payé en temps et en heure par ses fournisseurs, etc. Et il a rencontré Thibaut Elzière, qui est du coup le gars qui a monté eFounders, par hasard à une soirée en Belgique. Il l'a pitché, et il s'est retrouvé après du coup dans la machine, la machine eFounders. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui est quand même super cool. Donc voilà, je voulais faire un point sur eFounders parce que c'est vrai que c'est une boîte à connaître, je pense, quand on est dans le SaaS. Si vous ne connaissez pas eFounders, allez regarder un peu ce qu'ils font parce que on a bien de la chance d'avoir ça en France et honnêtement, c'est quand même puissant, Puis ils créent des talents, talents à foison, un autre point aussi quand on a des idées. Attendez, je regarde juste combien de... Ouais, ça va aller. Bon, ça va faire des vidéos d'1 heure, ça va, c'est pas trop long non plus. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un like, à vous abonner si ça vous plaît ce genre de contenu. Parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de notes. Mais je pense que c'est du condensé de knowledge. En tout cas, c'est les trucs les plus importants que j'ai écoutés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si ça vous plaît. Et surtout à vous dire ce que vous aimez pas dans la chaîne. Ça m'aide aussi beaucoup. Et ce que vous aimez bien. Livestorm, quand on a une idée, c'est important en fait de se rendre compte d'un truc. C'est qu'il va falloir être agile. Ok ? Et ça ne veut pas dire en fait de développer le produit dans sa grotte pendant 6 mois et après de le mettre sur le marché et de voir si ça marche ou pas. Il y a toujours des manières de faire qui sont plus rapides. Livestorm, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prototypé avec InVision pour récupérer du feedback. InVision, c'était un outil qui permet de pouvoir en fait, développer un produit en fait, mais sans coder, juste avec des maquettes, Photoshop ou Sketch. Et on peut le faire d'ailleurs avec Figma. Je connais plein de gens qui l'ont fait avec Figma derrière cette technique-là. Et ils allaient voir les gens et leur demandaient est-ce que ça t'intéresserait si tu pouvais faire ça, etc. Donc en fait, ils envoyaient le lien InVision, les gens ils cliquaient, et c'est comme si ça se voit pas, c'est comme si c'est un site, c'est juste quand tu cliques, ça te change vers l'image suivante du prototypage. Est-ce qu'il y a une feature qui te manque, etc. Et ensuite, en fait, ils récupéraient des emails depuis une landing page qu'ils avaient construit, depuis leur réseau et aussi leurs amis, et en plus depuis aussi beaucoup les étudiants d'éthique. Et ça, franchement, ça leur a beaucoup aidé à prototyper rapidement et à se rendre compte que ce qui se avait de la valeur en fait, pour les gens. Et les gens, en fait, ils avaient une meilleure vision du produit, tout simplement. Ça, je l'avais noté et je pense que c'est totalement vrai. Je vais le redire encore une fois dans cette vidéo. Si vous voulez avoir des idées, soyez en mouvement. C'est important. Et le meilleur moyen d'apprendre à entreprendre, c'est d'entreprendre ou de rejoindre une scale-up. Comme Doctolib, par exemple. Ou comme Too Good To Go, ce que vous voulez. Il y a plein de scale-up aujourd'hui en France, on a de la chance. C'est bien, rejoignez-les si vous voulez vous faire de l'expérience. Ou allez dans les tranchées et directement apprenez. Mais par contre, gérez bien votre cash. Ça, débrouillez-vous, faites une rupture conventionnelle, chopez votre chômage, trouvez de l'argent, utilisez vos économies, etc. Faites ce que vous voulez. Mais derrière, on fera un épisode d'ailleurs sur ça, là, sur comment financer une startup. Enfin, son SaaS plutôt. Comment financer son SaaS. Parce que ça, c'est aussi un autre sujet, Et vous pensez toujours que vous allez vous développer votre machin en 1 an, mais en fait, ça peut prendre 24 mois, Encore une fois, parce que vous ne savez pas combien de petits pivots vous allez devoir faire. Donc l'entrepreneuriat, c'est un jeu de cash, on ne le dit pas assez, ça peut vous coûter cher, ça peut coûter un couple, ça peut coûter votre santé, ça peut vous coûter plein de choses quand ça se passe mal et que ça tourne au vinaigre. Donc, pensez-y, il faut avoir du cash. Et si possible, 24 mois. C'est jamais beaucoup, 24 mois.
Alors, une autre startup qui s'appelle YZR. Bon, on tourne un peu en rond là, mais il disait en fait, au début, il faut prendre le temps de réfléchir au périmètre de votre proposition de valeur, car ils se sont rendus compte que le plus ils devenaient étroits sur les features, le plus ils ouvraient leur marché. Ouais, parce qu'en fait, ils devenaient plus pertinents pour pour un groupe de personnes en fait. C'est pourquoi ils se concentrent même aujourd'hui uniquement sur 4 fonctionnalités. Et là encore, je vais le répéter, pour moi, je me le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça fait du bien d'entendre des entrepreneurs le dire, parce que du coup, c'est un combat de tous les jours. Faites un minimum de choses le mieux possible. Là encore, encore un qui recommande de rentrer dans un écosystème, sur les accélérateurs et les incubateurs. En fait, il n'y a pas que l'aspect business, il y a plein d'aspects dans la vie d'un entrepreneur où il a besoin d'échanger avec des pairs pour avoir des conseils sur des aspects juridiques, financiers, technologiques, stratégiques, commerciaux. Et ça permet aussi d'ouvrir des portes côté investisseurs et recrutement. Exactement. Il y avait une autre boîte qui a une idée aussi de son projet en étant salarié, c'est ShipUp. En fait, ce qui s'est passé avec ShipUp, les mecs de ShipUp, ils bossaient pour une boîte qui s'appelle Casper, c'est les matelas. Je ne sais pas si vous connaissez les matelas, matelas de qualité qu'on peut commander. Ils étaient à New York, en fait, cette boîte-là, Casper. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il a commencé à analyser les données de la boîte au niveau des livraisons. Il a commencé donc à analyser les données de suivi des colis, qu'il stockait un peu par hasard dans leur logiciel, je ne sais pas où. Et miraculeusement, en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs hyper intéressants que personne ne regardait dans la boîte. Notamment que leur performance de livraison était très en dessous de ce qu'ils imaginaient. Donc, il y avait potentiellement plein de clients mécontents qui ne détectaient pas car ils ne venaient pas se plaindre. C'est-à-dire qu'en fait, le colis, il arrivait en retard ou d'autres choses, et en fait, les mecs, ils se plaignaient pas. Mais ils s'en sont rendu compte de tout ça, en fait, toute une myriade de cas en regardant les données. Et d'ailleurs, pour avoir des idées de start-up, ou de SaaS plutôt, il faut regarder les données. N'hésitez pas, quand vous avez accès à des sources de données, à regarder en détail, parce que c'est un truc qui peut vous permettre de voir un vrai problème, en fait. La donnée, elle ment pas. Si elle est bien traquée, bien sûr. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans la quasi-totalité des incidents, ils auraient pu les prédire et les gérer en temps réel et rassurer les clients en leur donnant éventuellement aussi un code promo. C'est comme cela qu'ils ont vu qu'il y avait une opportunité, d'autant que son rapport, et ça a été aussi important, il faut être observateur, et ben en interne, il a beaucoup intrigué, et quasiment même, je crois que même les fondateurs de Casper lui ont demandé, etc., ils ont commencé à parler avec lui. Donc, bah voilà, hein. Il a su qu'il était sur quelque chose. Et progressivement, après, ils ont monté une boîte qui s'appelle ShipUp et puis c'est toute une autre histoire. Rocket Internet aussi, hein, c'est une bonne école pour apprendre à exécuter. Hein. Plein de gens qui ont fait Rocket Internet qui m'en ont dit que du bien. Balthazar de Lavergne aussi, qui était avec moi à The Family, il est passé par cette école-là. C'est intense, très intense, mais c'est des bonnes écoles à l'entrepreneuriat. Hein. Franchement. Le gars d'Ocarito disait d'ailleurs que pour trouver une idée de business, il est intéressant de regarder tous les process que les gens ils font manuellement dans une entreprise et de regarder si on ne peut pas en automatiser un qui représente un vrai pain point en s'assurant d'augmenter par la même occasion la qualité. Les gars d'Axolo aussi, il avait retrouvé son cofondateur dans A42, j'avais noté, j'avais trouvé ça intéressant. Donc des fois les écoles, c'est aussi des terrains très intéressants pour retrouver des gens avec qui on peut entreprendre, hein, et créer un SaaS. Et dans l'entrepreneuriat, il faut faire un truc qui te passionne, car c'est un jeu qui dure des années. Chacun a ses buts de vie, mais pour les bonnes choses, cela prend énormément de temps, et elles ne se montent pas en un jour. Je n'ai même pas noté qui avait dit ça, mais en gros, ça fait sens, quoi. Je suis un peu fatigué là à lire tout ça, donc je vais vous dire un truc. Je pense que on va regarder en détail. Je vais regarder en détail un peu plus vite. Quand tu as une mission forte, ça permet de tenir dans la durée. Les gars de Phoenix, ils permettent de gérer les invendus et plein d'autres choses. Enfin, d'éviter le gaspillage, tous les invendus qu'il y a dans les. Un peu, c'est un concurrent de Too Good To Go. Hein, ils ont aussi une autre partie B2B qu'ils font, mais dans la partie B2C, c'est ça. Et franchement, quand on a une mission forte, c'est quelque chose qui permet de tenir sur la durée. Donc je pense que prenez pas vos idées au hasard. Essayez d'avoir une mission, de travailler dans quelque chose qui fait sens pour vous, qui a une mission forte. Parce que, encore une fois, la vie c'est du long terme. Hein. Et les quick rich schemes,
Ça fonctionne pour certaines personnes, mais c'est comme les exceptions. Et je pense que quand on veut maximiser ses chances, il faut quand même travailler sur un projet de long terme. Les cas de Phoenix, ce qui est intéressant, on avait parlé, je le répète dans la précédente vidéo, c'est que ça a été ils étaient des second movers sur la B2C. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient déjà Too Good To Go qui avait déjà pas mal éduqué le marché. Donc là encore, quand vous avez des idées, essayez de regarder si vous êtes un first mover ou un second mover. Et quand on a un first mover, malheureusement, il va falloir du coup on va accorder encore plus de temps et d'argent. Parce que les choses, elles prennent du temps. Alors, d'ailleurs, une autre boîte qui avait une mission forte, c'était Bodyguard. C'est une startup qui permet de pouvoir, française aussi, qui permet de pouvoir en fait détecter dans un chat ou dans un réseau social tous les messages qui sont haineux ou vulgaires, etc. Et du coup, en fait, de protéger le chat avec des algorithmes qui permettent de dégager ces messages en fait là. Et lui encore, sa mission, c'est un truc qui... Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un gars qui... je pense qu'il est authentique par rapport à cette mission-là. En tout cas, il est assez convaincu quand dans son interview. Et je pense que ça aide à ce qu'il n'ait pas abandonné. Et d'ailleurs, quand c'est une vraie mission pour soi, on va beaucoup mieux le pitcher. Et c'est ce qui a permis, d'ailleurs, pour lui, qui a commencé tout seul, à trouver des gens, à convaincre les gens de travailler avec lui. Et il y a son histoire, elle est assez fascinante. Je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo, notamment sur comment on trouve un cofondateur, entre parenthèses. Parce que lui, un premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a recruté un directeur général quand il a levé de l'argent. Et il avait dit que ça avait été une de ses meilleures décisions. Parce qu'en fait, quand il a démarré, il n'avait jamais monté de grosses teams. C'était de grandes teams. Du coup, il a réussi à convaincre quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience sur le sujet, qui était en Australie avec ses 2 filles, je crois, qui est revenu travailler à Nice avec lui. Donc il a quand même réussi, il faut y aller quand même pour convaincre un père de famille de quitter l'Australie pour venir bosser, monter une start-up à Nice avec un gars qui vient de lever de l'argent et il y a tout à construire. Et il a réussi à le convaincre. Et ça a été l'une de ses meilleures décisions parce que c'est un type qui a beaucoup apporté dans l'aventure de Bodyguard. Et donc, et qui d'ailleurs, encore une fois, c'est un gars qui était en mouvement, quoi. Bodyguard, c'est un mec qui est en mouvement. Alors, Pick Your Skills, en fait, d'ailleurs, l'ancien employeur, ça a été aussi leur premier client, ce qui a permis d'itérer. Je vais terminer cette vidéo par deux choses. Un dernier exemple, c'est que quand on a des idées de SaaS, c'est important pour les valider, d'être un peu malin. Et un exemple qui est intéressant, c'est le cas de NoCRM. En fait, avant de commencer leur produit, ils ont fait une landing page unique, toute petite, avec Google Ads. NoCRM, c'est un outil qui permet de pouvoir... C'est un peu un CRM simplifié pour les sales. Okay, ils ont toujours trouvé qu'il y avait un problème avec les CRM, c'était compliqué de rajouter des leads, etc. Et leur concept, c'est simple. Ils ont voulu créer un truc le plus simple possible, où le gars, en fait, il écrit... c'est plus rapide de rentrer un lead dans le CRM que de l'écrire sur un bloc-notes. Okay, donc tout est fait pour que ce soit rapide. Et pour se rendre compte de leur idée, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une landing page unique, toute petite, avec Google Ads, pour savoir si les gens étaient d'accord avec le problème du CRM. Et ils ont eu un taux de conversion de exactement 16%, donc une personne sur 6 qui s'est inscrite, ce qui a permis de valider l'idée. Et là encore, ça peut être une super vidéo, ça, parce que j'en ai une tonne des exemples sur ça. De personnes qui commencent avec une newsletter, comme Product Hunt par exemple. Product Hunt au début c'était une newsletter. De personnes qui commencent avec une petite landing page qui arrive à la faire exploser comme ça. De personnes qui commencent avec un blog. Groupon, ça a commencé avec un blog. Enfin, j'en ai des tonnes, parce que j'avais travaillé sur ces sujets-là à The Family justement. Et c'est ouf. Soyez malin quand vous avez une idée. Essayez de réfléchir à comment je peux la matérialiser de la manière la plus simple possible pour la tester et m'assurer que je pars dans une bonne direction. Et ça, c'est un exemple totalement pertinent sur NoCRM. Et enfin, parce que ça va faire 1 heure, je vais terminer par la chose la plus importante, c'est que quand on veut avoir des idées de SaaS, il faut être en mouvement, il faut être quelqu'un de résilient, qui comprend qu'il est en compétition avec lui-même et qui va fonctionner par petits pas, par petits pivots, pour progressivement en fait arriver dans une direction où ça va faire sens, où il va y avoir un product market fit. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut avoir du cash pour tenir sur le long terme. Il faut si possible trouver des personnes avec qui on peut travailler. Et ceux qui sont seuls, ce n'est pas forcément un problème. Il faut commencer. Il faut pas vous laisser désarmer par ça. Il faut quand même y aller.
J'ai fait une vidéo sur ça, sur le guide du solo founder, sur cette chaîne qui peut vous donner plein de bons conseils pour démarrer plus vite. Vous trouverez en chemin, quand vous êtes une opportunité pour les gens, d'autres personnes qui vous rejoindront, ce qui arrive à Bodyguard. Hein. Donc allez-y. Et je répète encore, soyez en mouvement, c'est très important pour avoir des idées. Et si possible, dans un écosystème aussi. Allez, je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt.